Silver Eco, le podcast, vous présente Parole d'expert, un podcast enregistré lors du festival international Silver Eco Bien Vieillir au Palais des Festivals de Cannes. Cet épisode est consacré à l'investissement financier dans le secteur de la transition démographique, avec un regard particulier sur la région Sud. Avec la participation de Adrien de Combruc, directeur d'investissement Care Impact, Banque des Territoires, Benoît Decor, directeur innovation groupe chez La Poste Venture, Edmond Donat, directeur de participation chez Esfin Gestion, Cécilia Emiliani, responsable pôle financement chez France Active, Jean-Michel Sibu, directeur associé de A+ Finance, Faustine Mousseau, chargée d'investissement chez Mandarine Gestion, et Dominique Michieli, déléguée région Sud et administratrice de Femmes Business Angel. Ce podcast est animé par Camille Charvet, chef de projet accompagnement de projets structurants chez Rising Sud. Bienvenue à tous à cet atelier dont l'intitulé est Paroles d'investisseurs en Silver Economy. L'idée, c'est de vous parler justement un petit peu des spécificités de l'investissement dans cette filière qu'est la Silver Economy, si tant est qu'on puisse parler de filière ou de marché, mais ça c'est encore un autre sujet, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de l'aborder. On vous propose des échanges sur 3 axes qu'on va dérouler grâce à nos intervenants, et en fonction du temps qu'on prendra pour ces échanges, on aura peut-être un petit temps de questions-réponses suite à ça. Bienvenue. Donc, Dominique, vous êtes là pour représenter Femmes Business Angel. Selon vous, de quoi on doit parler quand on parle de Silver Economy ? On a plusieurs marchés. Est-ce que la structure d'investissement, le réseau de Business Angel que vous représentez aujourd'hui, a une approche déjà arrêtée de la Silver Economy, ou faut-il se concentrer sur certains services, certains marchés plutôt que d'autres ? Alors, pour répondre à votre première question, non, on ne s'intéresse pas beaucoup à la Silver Economy chez Femmes Business Angel. Je suis très cash, hein, et c'est vrai que on en a parlé il y a un certain temps déjà, la Silver Economy, et je dois vous dire que quand ça a été lancé, on a beaucoup parlé de tourisme pour les seniors qui avaient des sous, parce qu'ils faisaient partie d'une génération qui avait été dans une économie bien portante, etc. Et il y avait un côté que je trouvais déplaisant. Voilà. Et donc, j'ai pas été la seule à le penser, et finalement, on ne s'est pas intéressé à la Silver Economy. Alors que c'est vrai que depuis un petit peu de temps, on commence à voir une différence, parce qu'il y a peut-être une prise en charge de plus en plus importante. Voilà. Alors, pour répondre à votre deuxième question concernant filière, marché, moi je dirais que c'est qu'une économie, pour moi, c'est une économie transversale complètement, hein, et qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés. Alors, on a cité l'hypertechno avec la domotique, hein, qui aide beaucoup. Après, il y a l'habitat, il y a le tourisme, il y a la santé, bien sûr. Donc après, il y a des déclinaisons de marché, mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas un marché uniquement pour le vieillissement, mais c'est un marché qui s'adresse à différentes classes de la population, dont le vieillissement. Voilà, pour moi, c'est vraiment le profil idéal d'une entreprise qui va traiter la Silver Economy. C'est aussi à côté, elle va, ce qu'on appelle la scalabilité, elle n'aura pas que ce marché, mais elle va s'adresser à plusieurs classes de ce marché, dont la Silver Economy, pour lequel elle va peut-être avoir une attention particulière et une déclinaison de ses produits différentes. C'est une introduction au virage démographique qu'on traitera un petit peu tout à l'heure. Peut-être en complément, Adrien, pour la Banque des Territoires. Donc, Banque des Territoires, acteur institutionnel, financeur public, s'intéresse, on l'a compris ce matin, aux enjeux de structuration et donc de financement de la filière économie. Quel est le regard d'un acteur institutionnel sur la Silver Economy ? Est-ce que la Silver Economy est pensée dans sa globalité, sur l'ensemble des marchés, ou est-ce que cet acteur souhaite se concentrer sur certaines verticales de la Silver Economy ? C'est une question passionnante. En fait, la réponse, elle est assez vaste. Je vais synthétiser en disant que pour la Caisse des dépôts, la Silver Economy, déjà, c'est un axe stratégique. C'est-à-dire que le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'accompagner le gouvernement dans ses grandes politiques publiques. Alors, on est indépendant de l'État, on est indépendant de l'exécutif, donc on accompagne en toute autonomie, en toute liberté, mais le bien vieillir est un axe stratégique du groupe Caisse des dépôts.
Donc c'est un sujet important et on essaye de l'appréhender à 360 degrés. On l'appréhende à travers des programmes de prêt gigantissimes, en fait, avec notamment le logement social qui est dédié aussi au logement senior, aux résidences autonomie, des choses comme ça. Donc c'est des volumes gigantesques. On l'appréhende aussi à travers de l'ingénierie territoriale. On subventionne beaucoup de collectivités territoriales dans leurs études. Et j'y viens à peu près en resserrant un peu sur notre sujet de levée de fonds. Donc moi je dirige une équipe d'investissement qui cible des entreprises à impact social liées au prendre soin, dont le bien vieillir. Et donc c'est une de mes verticales d'investissement, le bien vieillir. Et on s'intéresse au sujet sur toute la chaîne de valeur. Donc on a un imaginaire qui est que la personne âgée doit vieillir de la manière la mieux possible en luttant contre sa perte d'autonomie et à domicile. L'indicateur extra-financier absolu, c'est qu'aujourd'hui, on peut lire dans les études que, peut-être, je me trompe, mais 35% ou 40% des gens qui sont en EHPAD n'ont rien à y faire. Et donc, ce qu'on veut, c'est que dans 10 ans, 100% des gens qui sont en EHPAD y soient pour quelque chose de tout à fait justifié. Et donc, on cible des entreprises qui se positionnent sur la prévention de la perte d'autonomie, sur le maintien à domicile, la solvabilisation du senior pour qu'il finance leur dépendance, sur l'adaptation du domicile, les services, etc. Et in fine, jusqu'à la vie en EHPAD, parce que c'est une étape indispensable. Merci. J'entends deux choses. Effectivement, que la Silver Economy englobe l'ensemble des services qui aident à accompagner le virage démographique de la population. J'entends effectivement qu'une entreprise devient intéressante à partir du moment où elle a d'autres verticales sur lesquelles s'appuyer, ce qui me permet d'introduire cette notion de virage démographique où on sait que certaines entreprises développent des produits pas forcément nativement Silver, mais adapte ces produits pour aller capter un marché grossissant de la Silver Economy. Romain, je voudrais rebondir là-dessus. On parle de virage démographique, de virage démographique pour des entreprises. Est-ce qu'on peut constater ce même virage pour des fonds d'investissement? Est-ce qu'on observe, et j'évoque notamment le club des investisseurs de la transition démographique, donc toi, Romain, directeur général de Silver Valley, pardon, je ne l'ai pas présenté. Est-ce qu'on peut constater qu'au sein des fonds d'investissement, il y a un intérêt de plus en plus prégnant de ces fonds pour ce marché de la Silver Economy, des fonds qui étaient soit agnostiques, soit très tech, qui veulent investir ce champ? Alors, question piège, parce que ça dépend de la définition du secteur et sur laquelle on tourne autour depuis tout à l'heure. Moi, je vais donner la mienne. Nous, on parle aujourd'hui de l'économie de la transition démographique, et il y a 3 grandes transitions sociétales, la démographique, la numérique et la transition écologique. Si on parle de transition sociétale, on parle bien donc d'une économie transverse qui concerne tout un ensemble de champs d'activité. Il n'y a pas aujourd'hui, ça va te surprendre ma réponse, une appétence plus particulière dans les fonds pour la Silver Economy que ce qu'il y en avait avant. Par contre, sur les fonds ou qui travaillent sur l'impact ou sur les grandes transitions, à travers certains marchés qui sont dans leur thèse d'investissement, ils vont être amenés à financer des entreprises où nous, on se dira, experts du secteur, c'est une entreprise de la Silver Economy. Il y a très peu de véhicules dédiés à la Silver Economy, il y a eu des essais. Par contre, des investissements dans des boîtes qui se revendiquent de la Silver Economy, il y en a. Mais parce qu'elles sont sur un segment de marché, un segment d'activité ou un segment d'impact qui est dans la thèse d'investissement des fonds. Notre sujet du club d'investisseurs chez Silver Valley, c'est de dire, nous, on a 200 entreprises qui travaillent sur le champ des transitions démographiques, qui ne savaient pas toujours, certains le savent, parler à des investisseurs, c'est-à-dire qu'ils perdaient un énorme temps à envoyer des decks à des investisseurs qui ne les auraient jamais financés parce que ce n'est pas leur thèse, ce n'est pas leur bonne taille, il n'y a pas la bonne maturité. De l'autre côté, on a des acteurs institutionnels, voire des fonds qui travaillent avec nous, dont le métier est bien évidemment l'investissement, puis par contre sur la connaissance marché, qui avait besoin des fois d'un éclairage supplémentaire ou même d'un tri dans les decks qui arrivent, en leur disant là si on met le tampon sur celui-là, c'est qu'il a déjà bénéficié du prix Silver Valley, 50 experts qui l'ont vu et autres. Le club investisseur, c'est juste ça, c'est faire rencontrer des entreprises qui cherchent des fonds avec des fonds qui peuvent être intéressés par une thèse d'investissement, pas forcément Silver. De toute façon, dans les 50 fonds avec lesquels on échange régulièrement, il y en a peut-être 4 ou 5 qui ont une thèse d'investissement bien vieillir, et je crois qu'aucun ne se revendique de fonds Silver. Ils ont tous la santé, le bien vieillir, la prévention, l'impact social, le développement du territoire, ou de l'investissement pur et dur, l'investissement technologique, mais aucun ne revendique la Silver Economy. Donc, oui, il y a une appétence sur le marché, mais pas parce que c'est la Silver Economy, parce qu'on parle d'une transition sociétale. Je pense que c'est comme ça que moi je prends le sujet aujourd'hui. Merci Romain. En rebond, Cécilia, donc France Active, alors parole d'investisseur en Silver Economy, là on va parler de parole d'investisseur et de financeur
en Silver Economy. France Active, acteur historique du financement de l'économie sociale et solidaire, avec une part prégnante de l'IAE dans la genèse de France Active. Aujourd'hui, et ta présence ici le valide, s'intéresse de plus en plus à cette filière Silver Economy. Est-ce que on s'intéresse à la Silver Economy parce que c'est un sujet de transition, ou est-ce qu'on s'intéresse à la Silver Economy parce que, pour le dire simplement, c'est un marché en croissance? Alors, je pencherai plutôt sur la première réponse, vous vous en doutez. France Active, c'est donc un acteur qui accompagne et qui finance l'économie sociale et solidaire et plus largement l'entrepreneuriat engagé. On est un acteur généraliste, ça fait écho à ce que tu disais, un acteur généraliste qui peut accompagner tout secteur d'activité. Pour autant, il y a quelques années, quand on s'est interrogé sur notre plan stratégique, on s'est évidemment intéressé aux grands enjeux sociétaux et plus particulièrement à ceux qui touchent la région PACA. Et assez naturellement est venue la thématique du vieillissement de la population. Et on en a fait un de nos axes stratégiques sur les années en cours. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est déjà... les acteurs de l'économie sociale et solidaire sont déjà très présents et depuis longtemps sur la thématique du vieillissement. Il y a un tissu associatif notamment qui est très, très dense sur l'aide à la personne. Mais notre idée, c'était de se dire que les valeurs de l'économie sociale et solidaire et de l'entrepreneuriat engagé avaient matière à se faire connaître davantage dans ce secteur d'activité-là. Et donc notre approche, c'est de contribuer davantage à l'accompagnement et au financement de ce secteur, si on peut dire qu'il existe, et de contribuer par là, avec nos outils d'accompagnement et de financement, à une approche peut-être plus éthique du secteur d'activité, à la création d'emplois de meilleure qualité, mieux qualifiés. On sait que l'enjeu RH, c'est quand même un vrai sujet, et notamment sur l'aide à la personne. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, bien que restant un acteur généraliste, on a quand même souhaité accentuer notre action sur la thématique du vieillissement et de la transition démographique. Merci Cécilia. On a en face de nous, je pense, une majorité d'entrepreneurs, d'entreprises qui sont là. Donc ce qui va vous intéresser, j'imagine, c'est quel regard des financeurs, des investisseurs potentiels portent sur votre projet d'entreprise. Donc j'aimerais qu'on prenne le temps, peut-être en commençant par toi, Jean-Michel, pour A+ Finance, de se questionner et de parler à ces entrepreneurs en disant, voilà, qu'est-ce qu'un investisseur, je te laisserai présenter peut-être les métiers d'A+ Finance, regarde sur une entreprise de la Silver Economy. Est-ce qu'on a des prismes de lecture qui peuvent différer d'une autre entreprise? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut les préciser? Si ce n'est pas le cas, et on tend vers cette réponse d'après ce que j'entends, finalement, qu'est-ce qu'il faut regarder malgré tout? L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec quelques conseils dans votre besace pour préparer vos levées de fonds. Moi, je suis un acteur de ce qu'on appelle le small cap, c'est-à-dire que j'accompagne des PME. Et une PME, c'est quoi? C'est une entreprise de taille encore modeste, animée par quelques personnes. Donc pour nous, dans notre démarche, ça commence tout d'abord par examiner deux choses. C'est la qualité d'un projet et la qualité des porteurs de ce projet. Voilà. Ça, c'est le socle, le fondement des choses. Malheureusement, si le projet ne tient pas la route et peut être servi par les meilleures personnes possibles, on ne va pas pouvoir avancer. Et si un projet est très pertinent, mais que les porteurs ne sont pas adaptés, parce que c'est toujours une appréciation relative. Hein. Voilà, il y a des gens qui sont très bien dans tel ou tel métier, dans tel ou tel secteur, mais qui ne sont pas nécessairement adaptés au projet en question. Voilà. Donc c'est la première des choses, l'adéquation entre la qualité d'un projet et les porteurs du... Voilà. Puisque on a tendance à dire qu'il n'est de richesse que d'hommes, en réalité. Ça, c'est la première chose. Deuxième, on va ensuite étudier le modèle économique, puisque n'oublions pas qu'un investisseur tel que A+ Finance a pour vocation d'être à la jonction entre les besoins d'une entreprise, qui sont en recherche de fonds, de capitaux, et des institutions qui, elles,
possède des capitaux et souhaite les distribuer, faire travailler cet argent dans les entreprises. Donc nous sommes un acteur qui permet d'avoir cette fluidité entre de grands investisseurs qui n'ont pas nécessairement accès à des PME et des PME qui n'ont pas accès à ces grands investisseurs. Voilà. Donc ils nous confient des fonds et c'est à nous de sélectionner les projets les plus pertinents. La pertinence du projet, on l'évalue sur l'angle d'abord de son impact, hein, l'additionnalité du projet. Est-ce que ce projet est pertinent dans son marché? Est-ce qu'il apporte quelque chose? Est-ce qu'il aura des externalités positives? Donc ça s'évalue et ça se mesure à travers le temps. Mais également, parce que nous sommes un acteur financier, c'est-à-dire que nos apporteurs de capitaux attendent aussi un rendement financier, eh bien, on va évaluer la qualité financière du projet. Donc ça commence par apprécier le projet, apprécier les hommes, analyser le modèle, et puis se faire une conviction qu'on aura un impact extra-financier et que l'on aura un rendement financier sur notre investissement. Et peut-être pour compléter, est-ce que le fait que des entreprises soient sur un secteur qui accompagne la transition démographique et donc une transition sociale a un impact sur le TRI attendu dans ces projets-là? Est-ce qu'on peut revoir la baisse des TRI parce qu'une entreprise est à impact social? C'est ma conviction. On doit tous viser une performance économique, un retour financier. La question, c'est celle de la juste rémunération des choses. Voilà. Et donc, dans un secteur comme celui de la silver economy, il faut tenir compte de cela et bien calibrer nos attentes. Merci, merci. J'ai envie de poser un peu, Edmond, la même question. Donc, peut-être après avoir présenté S-Fin-Gestion, vous intervenez, on l'a appris ce matin, aussi sur la transition démographique. Est-ce que le fait d'intervenir sur cette filière-là entraîne un regard, une analyse de dossiers différents? Et finalement, quels conseils on pourrait donner à des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont avec nous aujourd'hui pour préparer le rendez-vous et une levée de fonds, quoi? Oui, donc pour présenter rapidement S-Fin Gestion, donc nous on est aussi un fonds de capital investissement et qui gère des fonds pour le compte de bailleurs de fonds institutionnels, notamment la Caisse des dépôts ici présente, pour l'État aussi, et puis des grandes mutuelles, et qui nous ont donné pour mission, alors nous on est généraliste, hein, mais de financer le développement de structures de l'économie sociale et solidaire, donc coopératives, associations, SAS, ESUS, et ou à impact social. Ce qui couvre beaucoup de structures du médico-social, hein, notamment dans l'aide à domicile, je crois qu'il y a 60% de structures qui sont en association, sur l'impact social également, hein, le bien vieillir, les habitats partagés sont des secteurs qui ont le vent en poupe. Donc, par contre, en revanche, dans notre analyse du dossier, voilà, on garde une approche, on va dire, généraliste. Peut-être pour compléter ce que disait Jean-Michel, quelques conseils pour ceux qui souhaitent lever des fonds. Le premier, c'est de bien définir pourquoi vous levez des fonds, quoi, hein, d'avoir un vrai projet bien défini. L'idée, c'est de lever des fonds parce que vous voulez aller sur un nouveau marché, faire de l'essaimage territorial, et qu'à aujourd'hui, votre structure ne génère pas assez de trésorerie pour tout de suite le mettre en œuvre. Donc c'est pour ça qu'on va emprunter ou lever des fonds pour laisser le temps à ce développement de se faire et de pouvoir ensuite rembourser les fonds qu'on a levés. Et j'ajouterai à ça, donc il faut savoir avoir un projet clair, bien le chiffrer, bien le dimensionner et construire aussi un business plan derrière qui reste réaliste. Voilà. Nous, en tant que financiers, on aime bien, il faut des projets ambitieux, mais on aime bien que l'ambition soit argumentée avec des hypothèses solides. De toute façon, on les remettra en cause, donc pas besoin de faire monter l'arbre jusqu'au ciel. Voilà, rester réaliste. Je voudrais juste faire un commentaire, si vous me permettez, rebondir sur le fait qu'il faut qu'on attende un petit peu moins, peut-être, d'un secteur d'activité qui est plus dans le social. Et on s'était fait chez FBA, on s'était fait la réflexion avec l'impact, les premières boîtes à impact qu'on a financées. Et finalement, on s'est rendu compte que toutes les belles sorties de l'année dernière, c'était des boîtes à impact qui étaient sorties au bout de 2 ans,
quand même, c'est quand même extrêmement rapide et avec des multiples extrêmement intéressants. Donc finalement, oui, on doit être peut-être parce qu'on attendait moins, mais en tout cas, la sortie s'est faite très très rapidement avec de très beaux multiples. Donc on peut aussi faire de belles sorties avec finalement des secteurs qui sont plus au niveau social ou de l'impact. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que c'est un message plein d'espoir. On a probablement dans ce salon beaucoup de boîtes qui peuvent se revendiquer d'entreprises à impact, d'entreprises à mission. Est-ce qu'on a un mot d'explication, Dominique, sur le fait que ces boîtes-là, spécifiquement, aient réalisé des sorties rapides et avec de jolis multiples? Parce que, d'abord, je pense que dans un premier temps, elles étaient bien organisées. Certainement, déjà avec une très belle équipe. Toutes celles que j'ai vues avaient une très belle équipe, bien organisée, et étaient sur un secteur, sur une verticale qui intéressait une grosse entreprise qui avait les moyens de racheter, et que ça s'est fait comme ça, parce que elle se présentait sous une belle organisation, avec une belle équipe, et que c'était le bon moment pour l'entreprise, qui ne voulait peut-être pas se lancer sur une branche telle que la start-up présentait, mais trouver plus facile, peut-être plus simple, plus facile de racheter l'entreprise assez rapidement. Et il y en avait 2 ou 3 qui avaient levé des fonds 2 ans auparavant, ce qui est quand même très peu en termes de sortie. Donc je trouve que ça laisse de l'espoir. Donc voilà, c'est un constat que j'ai fait, que je voulais partager avec vous, parce que vous qui avez des entreprises dans ce domaine-là, vous pouvez y arriver aussi. Merci Dominique. Alors, puisqu'on s'adresse aux entrepreneurs et aux entrepreneuses, j'aimerais qu'on continue pour les 10 quelques minutes qui nous restent à passer ensemble. On a entendu des conseils. J'aimerais bien qu'on fasse cet exercice, que chacun d'entre vous prenne un temps pour essayer de donner peut-être 3 conseils à une entreprise qui voudrait entamer une dynamique de levée de fonds. Est-ce qu'on peut essayer de se prêter à cet exercice? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Cécilia, veux-tu commencer? Je peux commencer. Alors, qu'est-ce qui me vient? Il y a plein de conseils qui me viennent, mais je vais en donner un. C'est n'hésitez pas à vous faire accompagner. C'est des process qui sont quand même chronophages, longs, qui nécessitent une certaine connaissance de l'écosystème. Donc, je pense que ça vaut le coup et ça vous fera gagner probablement et du temps et de l'argent à la fin de recourir à des dispositifs d'accompagnement externes, que ce soit des consultants ou des dispositifs publics, alors sans faire de publicité, mais je crois que Rising Sud accompagne pas mal les entreprises aussi sur ces thématiques-là. Donc je pense qu'il faut vraiment s'entourer, parce que c'est une mécanique qui nécessite de mobiliser des acteurs avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler, qui ont des attentes qui sont particulières. Donc voilà, un conseil, c'est ne faites pas ça tout seul. Est-ce que quelqu'un veut prendre le relais ou est-ce que vous voulez? Moi, je peux, si vous voulez. Donc, avec plaisir. Alors l'accompagnement, je ne peux faire qu'approuver, parce que il est quand même prouvé que tous les projets accompagnés s'en sortent mieux dans le temps, mais même au départ, dans l'accompagnement, c'est vraiment très important. Alors je dirais après le temps. Des projets qui arrivent et qui disent oui, je suis un peu dans l'urgence, j'ai plus beaucoup de trésor, il faut que je lève des fonds et que tout soit bouclé en moins de 3 mois. Moi, carrément, je dis je sais pas faire. Voilà, c'est pas possible. Moins de 3 mois, le temps d'organiser tout ça, le closing, c'est des étapes qui sont assez longues. Donc moins de 3 mois pour avoir les fonds, moi ça me stresse. Donc je transmets mon stress peut-être, mais en tout cas j'ai peur de ne pas arriver à l'échéance. Et puis de bousculer des investisseurs, c'est pas bon. Donc dès qu'on les bouscule, ils sortent les freins et donc c'est pas bon. Et puis la dernière chose qui est importante, c'est qu'il faut être super patient. Il faut être très résilient. Il faut avoir un bon sommeil, parce qu'il y en a qui le perdent. Et puis il faut savoir répéter les mêmes choses tout le temps, en s'énervant pas, parce que ça sert à rien, parce que c'est fait de répétition. Et puis avoir du temps à attribuer, enfin pour contribuer, pour faire une levée de fonds, il faut avoir du temps devant soi, mais aussi du temps à donner dans la journée. Adrien,
Ouais. Juste, on a parlé de l'accompagnement, on a parlé du temps. Moi, je parlais de l'honnêteté des chiffres, donner des chiffres réalistes. Comment c'est quelque chose dans d'autres missions que j'ai eues avant, dans d'autres cadres professionnels. Des qui faisaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires à la 4e année, des projections financières qui tenaient pas la route, ou des éléments de preuve qui n'étaient pas dans les dossiers, on en recevait toutes les semaines. Donc, soyez honnête et réaliste vos projections. En face, vous aurez des professionnels ou des gens qui vont vous challenger. Ça ne sert à rien de trop grossir le trait. Et il y en a trop qui tentent ce coup-là sur l'investissement. Donc voilà, soyez vraiment le plus factuel possible. Et connaissez vos interlocuteurs. C'est-à-dire tous les fonds n'ont pas du tout la même thèse d'investissement. Ne perdez pas votre temps à taper à toutes les portes. Faites-vous accompagner pour cibler très rapidement vers qui vous voulez aller. Parce que vous pouvez perdre 6 mois, 9 mois, c'est des process qui sont longs. Et encore une fois, si vous vous retrouvez dans l'urgence, les fonds ne seront pas là pour ça. Ce n'est pas un acteur pour répondre à l'urgence, c'est un besoin de trésorerie, contrairement à ce que certains leveurs pensent. Merci Romain, c'est vrai, c'est important d'insister. Oui, je voulais peut-être donner la parole à la Banque des Territoires. Combien de dossiers par an finance la Banque des Territoires sur cette thématique Silver? Et est-ce que parmi tous ces dossiers, on arrive à trouver une composante commune qui fait que oui, on y va? Sous-entendu, est-ce que si on trouve ce point d'entrée dans le projet, c'est l'équipe, c'est le projet, c'est l'ancrage sur le territoire, c'est la relation avec les parties prenantes, que sais-je, est-ce qu'il y a des sujets comme ça, toujours pour donner des conseils sur lesquels il faut être très vigilant? Alors, moi je vais parler pour ma partie. Donc, moi je représente 100 millions d'euros dans plusieurs milliards de la Caisse des dépôts. Donc je mets de côté les investissements immobiliers, les prêts, parce que c'est des volumes, puis ce n'est pas le sujet de la pièce. Donc nous, on investit 15 millions par an dans une dizaine de projets. C'est la moyenne depuis... en fait, ça fait un peu plus en moyenne depuis... ça fait 20 millions par an, en fait. 20 millions par an, ouais. 20 millions par an. On rencontre, selon les années, entre 200 et 400 projets, mais déjà, on a mis de côté tous ceux qui étaient hors sujet, pas vraiment qui n'avaient rien à voir. Donc, c'est vraiment 200 à 400 rencontres par an. Voilà à peu près nos chiffres. Et donc, juste avant de répondre à la martingale, je voulais juste dire, un conseil quand même. Un conseil. En fait, il y en a plein à donner, mais moi je pense qu'il faut que si vous pouvez le faire, si vous avez ce luxe, choisissez vos investisseurs, parce que ce sont avant tout des associés demain. Et il faut bien s'entendre, il faut un bon aliment stratégique. Alors, il y a des techniques, hein, mais il y a aussi un ADN. Et les fonds, les banques, chacun dégage une culture d'entreprise ou dégage une capacité à vous accompagner. Moi, quand je parle de la Banque des Territoires et que je dis ça, nous, notre savoir-faire, c'est on peut avoir la réputation d'être un peu pénible et exigeant à l'entrée, mais après, notre capacité à connaître l'écosystème, à pouvoir rencontrer les politiques, les régulateurs, parce que ce qui caractérise le marché du senior, c'est que c'est un marché, premièrement, qui est très régulé. Et donc souvent, on est une super bonne boîte, mais il faut se faire adouber par tout un aéropage public, parapublic, parapolitique. Et on est hyper bon et ça ne marche pas. Voilà. Et donc nous, on a ce petit savoir-faire de dire on force la main à personne, mais on sait mettre des gens autour de la table en disant franchement, il faut qu'on discute, parce que là, vous passez à côté de quelque chose. Il y a un deuxième élément, c'est que c'est un marché qui est hyper... c'est des marchés, en fait. C'est tellement régulé que d'un département à l'autre, il faut recommencer et repatati. C'est très particulier, c'est lié à la silver economy, je pense. Il y a beaucoup de boîtes sur d'autres marchés. Une fois qu'ils sont en France, ils vont à l'international et la réglementation n'a pas changé. C'est juste connaître les bons partenaires. Voilà. Et puis, votre question, c'était c'est quoi le point d'entrée qui fait que c'est un bon dossier? Ben là, nous, on est une équipe plutôt de venture, donc des boîtes jeunes qui ne sont pas rentables et on va les porter à la rentabilité. Donc là, dans ce contexte-là, c'est évidemment l'équipe. Et la grosse sélection se fait sur le track record de l'équipe. Voilà, qu'est-ce qu'elle a fait avant? On a investi dans des primo-entrepreneurs. On a pris ce risque, mais ils avaient d'autres qualités. C'est qu'est-ce qu'ils dégagent, quel est leur réseau, quelle est la confiance, quelle est leur résistance aussi. Vous évoquiez la patience pour les levées de fonds. Mais en fait, on va vite tester la résistance de l'équipe. Et c'est vrai que quelqu'un qui répète 3 fois la même chose, qui commence à s'énerver, on se dit, bon, il manque une goutte de résistance, ça peut nous inquiéter. Merci. J'ai entendu comme conseil l'équipe, l'importance de l'équipe, de ceux qui portent et ceux qui savent s'entourer. J'entends l'importance d'avoir la bonne verticale pour potentiellement trouver des sorties rapides par du rachat. Hein, il y a différents marchés. J'entends également l'accompagnement comme une composante essentielle, si ce n'est importante, pour sécuriser une levée de fonds.
L'anticipation, encore une fois, ne pas lancer les levées de fonds quand le besoin est ici. La patience, l'honnêteté dans les données transmises aux investisseurs qu'on souhaite cibler, faire ce bon ciblage et dire que l'investisseur devient un associé, donc bien cibler ses investissements. Peut-être avant de donner un temps de parole à la salle, si jamais vous souhaitez rebondir, profitez-en, vous avez face à vous des investisseurs. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on a donné toutes les cartes à une boîte pour lancer une dynamique de levée de fonds, ou est-ce qu'on doit profiter des quelques minutes qui nous restent pour donner un dernier conseil? Je rajouterai l'importance de bien calibrer le besoin. Et le calibrer dans le temps. Parce que, enfin, moi je suis là encore un acteur de la PME, donc une entreprise qui vient me voir et qui va me dire à l'horizon de 3 ans, il faudra que je fasse une nouvelle levée de fonds et j'aurai besoin de 30 millions. Dans ce cas, je dirais on va commencer ensemble à travailler la Caisse des dépôts, soit les faire rentrer dès à présent, soit les préparer en relais. Voilà. Et pas non plus surestimer ou survendre son besoin. Moi, j'ai vu des tas de levées qui ne se sont pas réalisées parce que l'entrepreneur, on lui avait dit non, mais il faut que tu demandes 5 millions parce que 5 millions, en dessous de 5 millions, tu ne trouveras pas d'investisseurs. Et le besoin, en réalité, est de 1,5. Bon. Voilà, donc, a été évoqué tout à l'heure la nécessité de bien travailler son business plan. Le business plan permet de se projeter, de montrer à l'investisseur où on va l'amener à travers le temps, mais ça permet également de bien calibrer ses besoins lors de la levée. Merci. Bon, finalement, le maître mot pour... on se rend compte que lever des fonds, parler des investisseurs, c'est pas chose aisée. On n'est pas tous DAF. Parfois, on est là pour développer une techno, développer un marché. Finalement, l'accompagnement, je crois que c'est un peu la pierre angulaire des échanges qu'on vient d'avoir. Grâce à l'accompagnement, 1, les conseils seront redistribués. 2, vous serez accompagné sur le ciblage des investisseurs. 3, vous serez accompagné dans la modélisation économique honnête, etc. Je pense que s'il y a un conseil à donner aux entrepreneuses et aux entrepreneurs qui nous écoutent, c'est de se faire accompagner dans cette dynamique de levée de fonds. On arrive au bout du temps imparti. On peut déborder un peu avant de libérer la salle pour le prochain atelier. Si vous avez des questions ou des interventions, profitez-en, c'est le bon endroit. Alors, il y avait une main levée d'abord derrière vous. Bonjour, Thomas Côte, je suis porteur d'un projet de start-up qui s'appelle Pix & Care. Merci beaucoup pour vos interventions et vos conseils. Une question, vous évoquiez la rentabilité à atteindre, enfin en tout cas d'essayer à atteindre. De l'autre côté, les métriques extra-financières, donc l'impact réellement. Alors je me tourne peut-être plutôt vers les fonds qui sont proches de l'État, entre guillemets, mais est-ce que la réduction des coûts pour l'État, de l'impact que l'on peut générer, est susceptible peut-être pas d'être une rentabilité dans le business, mais de réduire de l'autre côté des coûts qui sont aujourd'hui, on le sait, dans le secteur de la santé et plus précisément du médico-social, très très importants. En gros, si je ne fais pas peut-être 1 million l'année prochaine, j'espère que je les ferai, hein, mais il faut être réaliste, vous l'avez dit, mais par contre que je montre que j'ai déclenché des économies significatives et puis concrètes, est-ce que c'est un bon juste milieu entre les métriques de rentabilité et... Moi, je veux bien répondre parce que vous m'avez regardé, je me sentais visé. En fait, la réponse la plus simple, c'est qu'il n'existe pas un lien entre les économies que vous allez créer pour la nation et les fonds que vous allez pouvoir lever avec les acteurs publics. Et ce lien, moi, à titre personnel, je pense que c'est vraiment un mythe. Parce qu'il y a la psychologie du dirigeant public qui veut jamais réduire son budget, qui veut... Enfin voilà, il y a ce lien entre comment est construit un budget public et comment les acteurs économiques agissent sur le terrain. Et donc, entre les deux, il va falloir attendre pas mal de décennies pour que ça se réunisse. Par contre, ce qui se passe concrètement, nous, côté Caisse des dépôts, c'est que j'ai un TRI, un rendement moyen de mon portefeuille à maintenir. Et donc, je ne donne pas le chiffre, mais je suis largement au-dessus du montant, du chiffre qu'on m'a demandé de faire. Ça veut dire que c'est un message d'espoir. Dans la silver economy, on peut faire de l'impact et avoir de la rentabilité. Donc, j'ai un portefeuille qui est en très bonne santé. J'en suis assez content. Je touche du bois parce que ça peut toujours changer, hein, retourner au marché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je dois gérer une péréquation. Donc, il y a des projets. Je peux cibler dans l'année régulièrement des TRI de 26. Vraiment, il y a des très, très belles valeurs
que l'on voit passer. Et ça me permet, en fait, avec l'argument que vous évoquez, d'aller sur des projets à très fort impact en disant, voilà, messieurs, dames, mes dirigeants, dites oui en comité d'investissement parce que ce projet-là permet de toucher des populations, permet d'avoir un impact de dingue, permet de faire des économies. Donc nous, Caisse des dépôts, on ne fait pas cette équation avec l'État en disant, vous nous devez un peu d'argent parce qu'on vous a fait faire des économies. Mais psychologiquement, stratégiquement, on a cette logique-là. Et donc je vous donne un exemple, donc je vous donne tous les chiffres, là, je ne cache rien. Vous connaissez À Tout Cœur, c'est une toute petite boîte à Annecy, c'est un restaurant managé par des jeunes gens en situation de handicap. C'est un tout petit projet, c'est pas très scalable, mais c'est vraiment le projet où on s'est dit on va vraiment pas faire d'argent, mais d'un point de vue impact social, politique publique, développement local, mais c'est tellement important de faire de ses preuves. Et donc, alors c'est des petits montants, on a dû injecter 300 000 €. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Mais nous, on était plutôt sur la partie IMO, donc tout de suite, bon, c'est un petit montant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, clairement, c'est l'exemple où on dit, voilà, le portefeuille va bien, donc on peut aller faire un effort de dingue sur des projets où on va retrouver notre argent, va falloir être patient. Donc, on a cette péréquation, même si on ne fait pas ce lien direct, nous, on n'a pas notre batch qui vient à la fin de l'année en compensation, pas du tout. Et vous avez les cafés joyeux aussi. Cafés joyeux. Moi, j'ai essayé de les financer, je les séduis toute la journée, tout le temps. Hein. Mais ils sont tellement dingues qu'ils ont de l'argent, entre guillemets, gratuit. Il y a beaucoup de gens qui... c'est vraiment joyeux. Hein. Ouais. Moi, c'est dingue. Ouais. Et donc, moi, je suis en train d'achever un investissement. Vous connaissez peut-être... Alors, c'est pas sur le handicap. Si, c'est pas sur le vieillissement, mais le handicap, c'est Fratrie. C'est des colocations. Et je pense que c'est en colocation, c'est le futur café joyeux, quoi. Franchement, c'est des super... Enfin, c'est un peu comme le bien vieillir, c'est touchant. Franchement, c'est des sujets... C'est des sujets de dingue. Bonjour, Francine Chauvet-Besançon. Je gère une start-up qui adresse la prévention, mais la prévention primaire, c'est-à-dire bien avant la maladie. J'en ai pas entendu parler aujourd'hui. McKinsey estime ce marché quand même, prévention primaire et bien-être, 1,8 trillion $. Et moi, à chaque fois que j'en parle en France, on me dit « oh là là, oh là là ». Donc, messieurs, mesdames les investisseurs, est-ce que vous investiriez dans la prévention primaire afin d'éviter que nos seniors soient malades, puisque vous savez très bien, je ne vais pas revenir sur la croissance des seniors et la baisse du taux de natalité. Donc on est en train de travailler justement pour... je vous coupe, pardon, 1000 excuses, mais la taille du marché que vous évoquez, c'est mondial. Hein. Oui, bien sûr, global. Et en fait, tout l'enjeu que nous avons, investisseurs dans la santé et le bien vieillir, c'est qu'en France, les Français, ils ont déjà payé pour être en bonne santé et pour bien vieillir. Et c'est tout l'enjeu de nos modèles économiques. Avant je parle bien avant. Oui, mais c'est la seule. C'est le sujet. En fait, c'est des sujets nous à la Caisse des dépôts qui nous passionnent, sur lesquels on travaille, on cherche beaucoup. Mais il faut que ce soit un modèle économique solvable. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas notre protection sociale où les gens sont prêts à payer parce qu'il n'y a rien. Et nous, en France, eh bien, on a déjà payé en fait. Ouais, c'est tout l'enjeu de nos modèles. Si je peux revenir là-dessus. Je peux continuer parce que moi j'ai rajouté l'art de vivre à la française justement pour que ça soit porteur à l'extérieur. Donc c'est pas du tout des établissements cliniques, c'est des établissements où on travaille la prévention, mais en même temps vous avez l'aspect plaisir, jovialité, puisque ça fait partie de la longévité. Donc les Américains veulent venir ici, les Français me disent non. Alors, et après, là, je viens de pitcher, on me dit, mais enfin, on a des compétences en France, pourquoi allez-vous aux États-Unis, pourquoi allez-vous en Arabie Saoudite, pourquoi allez-vous à Singapour? Parce que ça résonne. Alors qu'ici, on me dit, non, effectivement, on fait la réponse. J'ai discuté avec Sybille Lemaire, qui me dit, le modèle social anglo-saxon, mais surtout pas. On veut garder notre modèle social. Mais l'État, vous êtes d'accord en ce moment, peine. Regardez l'état des EHPAD. Donc, il faut bien se relier et se reposer sur le privé. À un moment donné, donc on pourrait faire 50-50. Non, mais je pense que votre question rejoint celle du monsieur d'avant tout à l'heure, qui est de se dire, et c'est celle de la prévention aujourd'hui, c'est de se dire, mais s'il y a des gains pour la société sur la prévention, je devrais forcément avoir un marché ou des investissements. Mais en France, ça ne marche pas comme ça. Quand on regarde investisseurs, moi j'accompagne des entreprises, le marché de la prévention, il n'y a pas un retour sur investissement comme il peut y avoir dans d'autres modèles de protection sociale, en disant, ben comme j'économise par la prévention, j'ai le ROI moi, donc j'ai un business model. Et ben en France, c'est pas élu comme ça. Ce marché, aujourd'hui, c'est un problème de marché, c'est pas un problème de fond. Tout le monde est conscient qu'il y a une prévention primaire. Par contre, l'accès marche très vite, mais il y a quand même des acteurs qui arrivent à se développer dans le champ de la prévention primaire. En France, des startups, il y a des leveurs qui investissent, qui sont plutôt dans le secteur de la santé. On voit des investissements dans des boîtes de prévention primaire. Ça j'en ai vu. C'est quoi? C'est les palpations du sein?
C'est la prévention juste avant la maladie ou c'est la prévention vraiment en amont? Parce que moi, je m'adresse aux personnes dès l'âge de 30 ans, parce qu'on commence à vieillir. Aujourd'hui, il y a des actions d'accompagnement à la perte d'autonomie qui sont mises en place en entreprise sur des salariés de tout âge par des boîtes qui sont spécialisées. Alors, on voit des choses là, mais on est sur un autre modèle. On est aujourd'hui sur un autre marché, une structuration du marché qui fait que c'est compliqué. On a peut-être le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut s'emparer de l'occasion. Attendez, moi je la pose, si personne... Alors, qu'est-ce que vous attendez... Non mais attendez, Franco, qu'est-ce que vous attendez de vos investisseurs en fait? En fait, on n'est pas à la hauteur de vos aspirations parce que peut-être vous n'arrivez pas à lever, on ne se comprend pas. Franchement, on imagine tout. Est-ce que vous avez un retour à nous faire? Une critique? Un conseil? Allez-y, le micro est open là. Il y en a qui sont en pleine levée de fonds peut-être en ce moment? Bonjour, alors moi je suis porteur d'un projet avec notre présidente de Seniorita, Habitat partagé pour seniors. Et au contraire, moi je dirais, guidez-nous sur ce qu'il faut ajuster en fonction de la temporalité, parce que le monde économique il va très vite. Vous avez des ambitions de déployer dans les 6 mois, dans l'année. Et si notre projet n'est pas bon, il faut le dire. Et donc, évidemment, on imagine un produit, on va mettre 2 ans à le monter. Des fois, on arrive devant l'investisseur dit c'est pas le bon moment, mais mieux vaut le dire maintenant que le dire dans 6 mois, alors qu'on a continué dans la mauvaise direction. Je pense que c'est ça qu'on attend de l'investisseur, et plutôt que nous emmener vers une direction en disant ça va venir. En fait, non, si votre produit c'est pas le bon moment, corrigez-le. Et dites-nous comment le corriger, comment l'optimiser, parce que vous savez ce qui se passe sur le marché, vous savez les deals qui se font, à quel niveau, ceux qui ne se font pas, alors que nous, on est non sachant, on se fait accompagner, mais c'est pas notre business, quoi. Voilà. Merci. Je propose de prendre une autre intervention, puis on verra s'il y a une manière de répondre à tout. Bonjour, Daniel Dib, président éméritus de Sophia Business Angels et porteur d'un projet dans la Silver Economy aujourd'hui. Donc j'ai été des deux côtés, je suis toujours des deux côtés. Et notre solution est une solution de prédiction de la chute avant qu'elle n'arrive. Et moi, c'est juste un commentaire, une suggestion. Souvent, il y a un décalage, parce que je l'ai vu des deux côtés, entre la thèse d'investissement portée par les seniors d'un fonds ou des DBA, mais aussi les personnes qui traitent les dossiers, qui font le filtre et qui cochent des cases. Et parfois, on passe à côté parce qu'on a juste coché des cases, mais on n'a pas ouvert. Donc c'est juste une suggestion, c'est pas une critique. D'autres interventions? Voilà. Fallait pas ouvrir la boîte, hein. Oui, bonjour. Je viens de la Guadeloupe. J'accompagne un groupe d'élus et d'entrepreneurs de la Guadeloupe. Donc il y en a un qui a été nominé justement pour une solution qu'il propose pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et je me rends compte, j'avais l'impression que quand on était basé dans les Outre-mer, c'était vraiment spécifique et très particulier et particulièrement difficile. Et je me rends compte arrivé ici que c'est un peu général. Je ne sais pas si je dois être rassurée ou pas, mais je me rends compte que voilà, la problématique, elle est nationale et non pas régionale. Mais j'aimerais bien attirer l'attention de tous ces investisseurs qui sont là sur les territoires d'outre-mer, parce que nous avons aussi des pépites qui ont des difficultés avec nos propres élus, nos propres investisseurs, et souvent on est obligé d'aller chercher des investisseurs justement à l'extérieur de nos territoires. Et là, j'ai réussi à le convaincre de venir, parce que ça fait 10 ans qu'il travaille dans ce domaine, et donc je suis très contente qu'il ait été nominé sur son application d'aide. Et voilà, donc je vous invite aussi à vous intéresser au territoire d'outre-mer. Merci. On m'a fait signe, on doit libérer la salle. Un grand merci à vous tous d'avoir nourri la réflexion des entrepreneuses et des entrepreneurs. Et un grand merci à vous tous et toutes d'avoir alimenté la réflexion des financeurs et des investisseurs. Un grand merci à tous.